Merci pour votre constante fidélité au programme de Cherif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, l'association dénommée Aouliyahu a rendu une visite de courtoisie le mercredi dernier au guide spirituel des Ansar à Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, nommé président du Haut Conseil islamique du Mali. Objectif est présenter leur association au guide et lui réitérer leur engagement à défendre et à soutenir ses idéaux. Un reportage de Loutou Sidibé commenté par Moussa Fomba. Si certains jeunes s'adonnent au loisir à travers les réseaux sociaux sans se préoccuper de leur avenir, ces jeunes qui ont entrepris de rendre visite au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali se sont regroupés au sein d'une association dénommée Aouliyahu, qui signifie littéralement en français les amis de Dieu. Créée il y a juste une année, elle se fixe comme objectif de défendre et de poursuivre les idéaux du guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali, à Seyed Cherif Ousmane Madani Haïdara. Objet de cette visite ce mercredi, afin de lui présenter l'association, lui formuler des vœux et d'en recevoir en retour. Prenant la parole, le guide spirituel des Ansar a saisi l'occasion pour rendre un hommage appuyé à cette jeunesse consciente qui constitue un espoir pour ce pays, avant de l'exhorter à adopter le bon comportement, socle de tout développement. Au cours de la rencontre, un jeune parmi les visiteurs a prêté les 6 serments de l'islam avant de solliciter les bénédictions du guide spirituel des Ansar pour l'atteinte des objectifs que se fixe l'association. Une séance de bénédiction a mis fin à la rencontre. Nous restons dans les mêmes registres. Le leader religieux Soufi Baba, accompagné par plusieurs de ses disciples, a rendu une visite de courtoisie au président du Haut Conseil islamique, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Cette visite a permis aux deux leaders religieux d'échanger dans la plus grande fraternité islamique. C'est un commentaire signé Al-Hamidou Badini. Cette visite de courtoisie du dignitaire religieux Soufi Baba au domicile du guide spirituel des Ansar et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali à Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara vise dans un premier temps à les féliciter et faire des bénédictions en sa faveur pour son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. On est venu ici aujourd'hui avec notre cheikh Soufi Baba Traoré qui nous a accompagnés jusqu'ici. Il y a beaucoup d'élèves ici. Donc on est venu ici pour remercier le guide Cherif Ousmane Haïdara. Il a été le président du Haut Conseil du Mali. Donc nous sommes venus ici pour lui faire des bénédictions. Elle a aussi été l'occasion pour les membres de la délégation d'exprimer toute leur gratitude au président de la fêtière islamique du Mali, à Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, pour avoir permis à Soufi Baba d'accomplir les rites du 5e pilier de l'islam, à savoir le pèlerinage à la Mecque. Donc, et encore, il a envoyé notre cheikh Soufi Baba à la Mecque pour faire les Hajj. Donc lui, il est retourné du Hajj. Donc on est venu ici aussi pour le remercier. Donc on est venu ici pour lui récompenser et lui remercier et lui faire beaucoup de bénédictions. On notera également dans cette délégation une présence considérable de femmes qui ont saisi cette opportunité pour exprimer toute leur joie de voir le guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Des bénédictions ont mis fin à cette visite de courtoisie de Soufi Baba et de ses élèves chez le président du Haut Conseil islamique du Mali. Sur tout autre plan, tenue de la première session ordinaire du Conseil d'orientation de la Fondation pour la Solidarité. Les travaux étaient présidés par le président du Conseil et non moins ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, M. Amadoun Konati. C'était hier jeudi 19 septembre au 10 ministères. Voyons ces reportages. 6 à Kalabankoura, sur la route de l'aéroport international Modibo Keïta, la Fondation pour la Solidarité a été créée en 2017 et traduit la volonté des plus hautes autorités du Mali dans leur élan de solidarité nationale envers les forces de défense et de sécurité de notre pays.
Elle a pour mission, entre autres, de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de solidarité envers les forces de défense et de sécurité et leurs ayants droit, la mise en place des mesures pour faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle des femmes. Première du genre, cette session ordinaire a permis aux membres de ce conseil d'orientation de se pencher sur le rapport de l'année 2018 ainsi que le programme de l'année 2019. La Fondation ne pouvait pas être active sans la tenue du conseil d'orientation. C'est le conseil d'orientation qui devrait se tenir pour valider les activités de la Fondation. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la tenue du conseil d'orientation. Le conseil nous donne une ouverture sur nos activités. C'est une autorisation que nous venons d'avoir pour pouvoir agir effectivement. Et le conseil a validé la gestion budgétaire 2018 et le plan d'action pour 2019. Donc, au sortir de cette salle, et après un certain nombre de dispositions, nous pensons que nous avons la liberté de pouvoir agir dans le cadre des activités de la Fondation pour la solidarité. La mission de la Fondation serait de mobiliser des fonds et appuyer nos personnes cibles qui peut passer par les différents services sociaux et les militaires pris isolément suivant les objectifs de la Fondation. Nous sommes en consultation avec des partenaires nationaux et internationaux. Entièrement subventionnée par l'État malien, la Fondation pour la solidarité a bénéficié d'un budget de 200 millions au titre de l'année 2018, exécuté à hauteur de plus de 40%, alors que le budget prévisionnel pour l'année 2019 s'élève à 1,2 milliard de francs CFA. Toute chose qui traduit la volonté manifeste de plusieurs autorités du Mali à être constamment aux côtés de nos forces armées. En effet, la Fondation pour la solidarité permettra au président de la République, qui est de surcroît le chef suprême des armées, et au gouvernement de disposer d'un instrument flexible pour manifester instantanément la solidarité agissante et la reconnaissance éternelle de la nation aux forces combattantes et aux forces de sécurité de notre pays. Elle renforce davantage le dispositif de solidarité en place pour le soutien et l'accompagnement des forces de défense et de sécurité. Notons que la Fondation pour la solidarité est composée de 3 organes, à savoir le Conseil d'orientation, la Commission technique et le Secrétariat exécutif. L'association Demesso, en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, a initié un atelier national de validation du rapport provisoire de l'étude sur l'état des lieux des dossiers des détenus provisoires dans 54 centres de détention au Mali. L'objectif vise à recueillir l'appréciation des différents acteurs de la justice ainsi que de l'administration pénitentiaire en vue de la validation d'un rapport final. Sadio Sidibé et Seydou Niari pour les reportages. La surpopulation carcérale dans les centres de détention au Mali constitue un véritable casse-tête pour les autorités judiciaires, d'où l'objet de cet atelier. Selon un rapport de l'association Demesso, plus de 2244 détenus ne connaissent toujours pas leur sort, parmi lesquels 1800 personnes sont en détention provisoire. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme dénommé Tiensra 2. Cet espace d'interpellation a permis au coordinateur Demesso d'énumérer certaines difficultés auxquelles sa structure est confrontée, tout en saluant les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement. Le programme Tiensra 2, issu du programme stratégique 2018-2027 de Demesso, ambitionne de contribuer à l'amélioration de la crédibilité du système judiciaire et la confiance publique en la justice en rendant spécifiquement les institutions judiciaires plus accessibles à tous et toutes de façon pérenne et majoritairement aux femmes et aux enfants. Le système pénitentiaire malien est confronté depuis plusieurs années, plusieurs décennies à de nombreux défis parmi lesquels la surpopulation carcérale. L'étude nationale sur l'état des lieux dans 54 centres de détention a été initiée par Demesso pour apporter une contribution
au relèvement de ce défi. Prenant la parole, le directeur national de l'administration pénitentiaire s'est réjoui de la tenue de cet atelier en affirmant que plus de 500 détenus ont été transférés dans d'autres centres de détention pour désengorger considérablement la maison centrale de Bamako. Outre surpeuplement des centres de détention, des entrevues sont déjà enclenchées par les autorités du pays pour aplanir cette situation. La maison centrale d'arrêt de Bamako présente à ce jour le tableau ci-après. Prévenu 801, inculpé 1241, condamné 387 pour un total de 2429 détenus. La maison centrale d'arrêt de Bamako compte 2042 détenus provisoires contre seulement 387 condamnés. L'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée procède couramment à des transfèrements pour désengorger nos maisons d'arrêt. Ainsi, pour cette année seulement, nous avons pu transférer vers d'autres centres plus de 500 détenus de la maison centrale d'arrêt de Bamako et de Caille. Le représentant du ministre Sombé Terra de dire que la détention provisoire nécessite aujourd'hui un suivi permanent en termes de respect des droits de l'homme. Il a rappelé que toutes les mesures seront prises pour juguler ce phénomène afin que justice soit faite. Dans le code de procédure pénale, en ses dispositions, je cite, « Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. » La détention provisoire nécessite donc un encadrement et un suivi particulier à l'effet de garantir par ailleurs un droit fondamental, à savoir la liberté individuelle, conformément aux principes posés par la Constitution du Mali du 27 février 1992. Pour rappel, l'association des Messo a pour objectif de faire sortir le droit des villes et de les rapprocher au plus près du monde rural. Sa vision est d'avoir une société malienne juste, libre et démocratique où les démunis peuvent avoir leurs droits et les revendiquent individuellement ou collectivement en toute liberté en vue d'améliorer leurs conditions de vie. L'association pour la région de Caille était face à la presse le mercredi dernier à la Bourse du Travail. La réhabilitation de la route nationale Caille-Bamako, la reprise du trafic ferroviaire et l'opérationnalisation de l'aéroport de Caille sont entre autres préoccupations évoquées. La rencontre a été l'occasion pour le président de la structure de faire le bilan des activités menées depuis le 23 août dernier. Écoutons le président du Front d'action pour la région de Caille au micro de Boubacar Traoré et Samba Traoré. L'objectif de la conférence de presse de ce soir, c'est une restitution des activités du 23 août qui a consisté à bloquer toutes les voies d'accès aux deux régions jusqu'à l'obtention de nos revendications. On n'a pas eu de satisfaction pour le moment. Juste les travaux ont commencé sur un seul point, à savoir la route qui doit durer normalement 6 mois. C'est après les 6 mois que nous pouvons parler de satisfaction ou pas. Nous cherchons une route. Une route, quand on dit une route, c'est une route qui répond aux normes internationales. Une route qui ne tue pas. Une route par laquelle les usagers peuvent circuler librement. Ça, c'est un. 2, nous exigeons et nous voulons la relance rapide du train, qui est l'histoire même de notre région. Nous voulons aussi l'opérationnalisation de l'aéroport d'Agdeg pour permettre à nos expatriés de descendre directement chez eux. Une réhabilitation, non, mais un entretien. Une réhabilitation en 6 mois d'une route qui fait 600 km, c'est impossible. Mais un entretien routier en 6 mois, c'est possible. La satisfaction en réalité qu'on a eue, c'est une satisfaction morale d'être accompagné par tout le peuple malien, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais maintenant, nous attendons les 6 mois, comme je vous ai dit, pour essayer de se prononcer sur en tout cas les engagements qui ont été pris. Déjà, nous demandons au peuple malien de se mettre ensemble, parce que c'est en se mettant ensemble que nous pouvons peut-être arriver à avoir quelque chose. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Un commentaire signé Sadio Sidibé.
Nous commençons ces tours d'horizon de l'actualité internationale avec le Tchad où Idriss Déby vient d'ordonner au président de la commission électorale d'organiser les élections législatives avant fin janvier 2020 au plus tard. Il semble pressé cette fois d'organiser des législatives repoussées à plusieurs reprises depuis 2015. Du moins, si l'on en croit cette lettre de son chef de cabinet au président de la CENI. Cette correspondance rappelle d'abord les deux propositions de chronogramme que la commission électorale a présentées récemment au chef de l'État tchadien et qui renvoient les législatives et les locales prévues officiellement avant la fin de l'année, soit au mois d'avril de l'année prochaine. L'actualité politique en Algérie, mercredi 3 jours après l'annonce de la date du scrutin présidentiel fixé au 12 décembre, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah a interdit aux manifestants de province de se rendre à Alger, où de nouvelles manifestations sont prévues vendredi. L'armée tente-t-elle un nouveau coup de force en dépit des protestations de la rue? Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah a indiqué mercredi 18 septembre avoir ordonné à la gendarmerie d'empêcher l'accès à la capitale des manifestants des autres régions. Après avoir toléré des manifestations gigantesques au début du mouvement, le régime militaire tente de durcir le ton depuis quelques semaines en emprisonnant des dizaines de personnes, a dénoncé l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. L'actualité européenne, c'est jeudi 19 septembre au soir à 18 h à Bruxelles après la fin de la visite officielle du président congolais Félix Tshisekedi en Belgique. Une étape supplémentaire avait été rajoutée, à savoir une rencontre avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le fait d'avoir rouvert la maison Schengen, désormais appelée Centre européen des visas, et d'avoir permis le retour de l'ambassadeur européen à Kinshasa à donner des gaz à l'UE. Les deux hommes ont surtout discuté de la relance de la coopération entre l'Europe et la RDC, même si la question des sanctions européennes à l'encontre de la RDC est présente dans tous les esprits. Dans la liste, 14 personnes sont en outre frappées d'interdiction d'entrée sur le territoire européen. L'actualité politique au Maghreb, la situation du candidat emprisonné Nabil Karoui, qualifié pour le second tour de la présidentielle tunisienne, soulève nombre d'interrogations juridiques quant au scénario possible en cas d'élection et ou de condamnation de l'homme d'affaires. Au cas toujours possible où Nabil Karoui écope entre les deux tours d'une condamnation le privant de ses droits civiques, il faudra de se passer de lui et organiser un second tour avec le candidat arrivé en troisième position, à savoir Abdel Fattah Mourou, le candidat du parti d'obéissance islamiste Ennahda. En Tunisie, le président dispose d'une immunité présidentielle. Cependant, pour que celle-ci soit accordée à Nabil Karoui, il faudrait qu'il soit en mesure de prêter serment. Et enfin, pour terminer, les résultats quasi définitifs des élections législatives israéliennes publiées par la commission électorale ont été confirmés. La situation politique est toujours au point mort en Israël. Aucun des deux partis arrivés en tête lors des élections législatives ne peut former une coalition selon les résultats quasi définitifs du scrutin publié vendredi 20 septembre par la commission électorale. Le parti centriste bleu-blanc de Benny Gantz a obtenu 33 sièges contre 31 pour l'équipe du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, selon la commission électorale qui a précisé que les résultats définitifs seraient donnés mercredi. Le parti bleu-blanc de Benny Gantz a rejeté jeudi l'offre du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou qui a proposé de former sous sa conduite un nouveau gouvernement d'union nationale. Le président israélien Reuven Rivlin qui doit confier la tâche de former le gouvernement à un élu après avoir consulté l'ensemble des partis au Parlement, entamera dimanche les consultations.
de l'actualité sportive avant de refermer ce journal. Plus de 3 millions de francs CFA ont été injectés dans le projet de rénovation du terrain d'entraînement du centre de formation de basketball de Manyambuku. Le projet a vu le jour grâce à l'implication de l'ambassade de la Hollande au Mali. La cérémonie inaugurale s'est déroulée ce jeudi 19 septembre sur le grand terrain de Manyambuku en commune 6 du district de Bamako. Reportage Issouf Koulibaly, Ablé Sogodogo. Bâti sur une superficie de 28 mètres de long sur 15 mètres de large, le terrain d'entraînement du centre de formation de basketball de Manyambuku CFBM fait peau neuve. Cette infrastructure sportive a pu être réalisée grâce au financement de l'ambassade de Néerlande au Mali à travers l'ONG ISA pour un coût total de plus de 3 millions de francs CFA. Ce n'est pas la valeur de la chose donnée, mais c'est la manière de donner. Ils ont promis de nous aider, ils l'ont fait avec détermination et ils ont mis leur cœur là-dedans. Et le résultat est là, comme vous-même vous pouvez le voir. Donc moi je suis entièrement satisfait et je suis très content et très ému. Et je remercie aussi la jeunesse de Manyambuku qui ont placé leur confiance en moi en ouvrant ces centres de formation et en me mettant à la tête de l'équipe dirigeante. Vraiment, je le remercie infiniment, notamment mon neveu qui aujourd'hui est en Corée du Sud, Bakara Touré. Et je le remercie infiniment. Je lance un fervent appel à l'endroit de la jeunesse de Bamako, vraiment qui seront les premiers bénéficiaires de ces joyaux qui viennent d'être inaugurés. Donc vraiment d'en prendre soin. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des gens pour nous aider. Et c'est qu'on nous aide aussi, il ne faut pas qu'on les décourage en détruisant très facilement vraiment les infrastructures. C'est très facile de les concevoir, mais une fois que nous l'avons aussi, il faut que nous entretenions aussi les infrastructures qu'on mette à notre disposition en attendant vraiment que nous puissions voler de notre propre aile. Heureux pour l'acquisition de ce joyau, les basketteurs de la commune 6 du district de Bamako en général et plus particulièrement ceux de Manyambuku ont procédé à des matchs d'exhibition en présence des autorités politiques et administratives de la commune. Au nom de la commune 6, je remercie tout le monde, surtout la bonne dame et toute la jeunesse sportive de Manyambuku. Ils ont commencé, mais il faut qu'ils terminent parce que sans la clôture, le terrain ne sera pas épargné. Il faut que le terrain soit clôturé et que ce soit aussi maintenu par les enfants, que les jeunes même entretiennent le terrain. Parce que le terrain a été fait pour eux. Il ne faut pas que ça ne s'arrête pas à ça seulement. Il faut qu'ils prennent soin de ce terrain-là. C'est pour toute la commune et particulièrement pour Manyambuku. J'en suis très ravi. A signaler que le président du centre de formation de basketball de Manyambuku CFBM est David Traoré, l'homme qui ne cesse de montrer ses preuves dans le domaine sportif. Voilà, point final à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellent début de week-end en compagnie des programmes de Chérif la Télévision. Bonsoir.